Entrer dans une réalité inversée niveau 2. Un système où la normale est la norme. La domination masculine s'exerce à la maison comme on l'a vu dans la chaleur fantasmée du foyer et elle continue de s'exercer même dans la séparation. C'est une chose qui m'avait échappé. Pour moi, une fois séparés, soit le père est présent et il contribue, soit il est absent et il est en retrait. Je découvrais le concept du père présent selon l'impulsion de son désir et l'opportunité de me détruire. Je mettrais bien longtemps à comprendre qu'il poursuivait d'autres objectifs que les miens, qui étaient centrés sur les besoins élémentaires de notre enfant, tandis qu'il voulait me punir d'exister sans lui. En attendant ma nouvelle condition, ainsi, était l'état de fragilité et d'incrédulité permanent. C'était comme une dîme à payer pour avoir osé lui échapper et vouloir m'en sortir, oser privilégier la viabilité de mon enfant et la mienne. Je découvrirais que l'homme jadis amoureux, devenu l'expression pure et permanente de toutes les ombres qui l'habitaient, conservait, voire démultipliait son pouvoir de nuisance même en étant éloigné. Il continuerait d'exercer une forme de contrôle et de jouir des dégâts où, au minimum, se laisseraient tous les choix et toutes les options, tout le temps. Et tout conspirerait à l'aider, à commencer par ma stupéfaction et ma peur qui continuerait de lui dérouler le tapis rouge. Ce qu'un homme dit et fait, c'est ce qui est. Cela s'impose à moi comme le réel. C'était ma représentation, non vue. Cette prise de conscience arriva bien plus tard. Pour l'heure, je ne me rendais pas compte que ce biais existait et j'observais simplement que j'étais ligotée devant ces prises de position auxquelles j'essayais de m'adapter en faisant bonne figure, tandis que je nourrissais une colère grandissante. Les fois où je me défendais le mettaient hors de lui et le rendaient plus effrayant. Donc je me soumettais pour éviter le pire. Il me faudrait trouver une posture dans laquelle me dresser et m'affirmer sans y mettre de charge émotionnelle, donc sans prise possible. Je ne savais pas encore que cela était possible, mais je le découvrirais bientôt. Je subissais. Je me sentais traquée, bloquée. J'en concevais un grand sentiment d'injustice et de haine. Je vivais dans la peur de ces messages, appels, apparitions, reproches et exigences qui étaient mon lot quotidien. Sur les conseils insistants d'amis inquiets pour nous, j'entrevoyais la possibilité d'un recours extérieur, chose qui ne m'était pas venue à l'aider, tout occupée à lutter dans mon huis clos. À reculons et après moult tergiversations, pour tout un tas de raisons liées au manque de temps, de moyens, d'énergie et de certitude quant aux résultats, j'en vins quand même à m'en remettre au juge aux affaires familiales. De son point de vue de dominant dont les privilèges sont acquis, je menais vraisemblablement cette démarche juste pour l'emmerder, comme si j'avais ce loisir et cette libido, mais du mien, c'était d'abord moi que ça emmerdait. Je me retrouvais donc démunie au point de ne plus avoir d'autre choix que de m'infliger la procédure que l'État semblait avoir prévue pour mon cas. J'étais tendue à cette idée. C'était une montagne supplémentaire à gravir, cela me désespérait. Pour vraiment comprendre une personne, il faut la regarder non pas depuis la place où l'on se trouve soi, mais essayer depuis la place où elle se situe elle. Sinon, nous voilà très vite à dire « il n'y a qu'à, il faut qu'on ». En l'occurrence, trouver un avocat, constituer les pièces du dossier, payer les frais, tout ceci est déjà un choix pénible lorsqu'on a un niveau suffisant d'estime de soi, de vitalité et de ressources financières, et à ce moment-là de ma vie, je n'avais rien de tout cela. Hormis les moments doux que je passais en famille et avec mes amis, j'étais surmenée, ma vie était réduite à une succession de tâches à accomplir dans un espace-temps rétréci qui n'était plus le mien et d'où le plaisir et la joie avaient quasiment disparu. Mais la perspective des solutions que cela pouvait apporter, qui m'apparaissait d'ordre vital, me convainquit de m'y engager. Je m'imaginais être bientôt tirée d'affaire moyennant cet ultime effort, le 40 millième, par le fait qu'il soit rappelé au père quelques évidences auxquelles il se tiendrait, solennité de l'institution oblige. La justice honore sa vedette masculine, faute d'autres représentations. Malheureusement, la justice aussi va conspirer à le laisser prospérer, en le confortant dans sa pièce de théâtre plutôt que de le stopper. En admettant qu'au départ, il ne soit pas si mauvais, le système va lui ouvrir un boulevard pour se vautrer dans des facilités injustes au détriment de son ex-femme et de son enfant, facilités présentées comme parfaitement normales
et décorrélées de la réalité tragique qu'elles engendrent. Donc légitimant ses comportements à ses propres yeux, au cas où il aurait eu un doute, et lui ôtant toute notion de limite. La fonction du juge aux affaires familiales est en principe de remettre de la rationalité dans les relations par une organisation factuelle et de veiller prioritairement à l'intérêt de l'enfant. Cela paraît bien, mais c'était le début d'une autre découverte étonnante où je constaterai que la justice, incarnée par une femme dans mon cas comme souvent, se faisait le relais discret de la dominance du père, sans même que je ne m'en rende compte sur place, et probablement qu'elle non plus. Le tribunal, comme le cabinet de la juge, était un endroit solennel. J'entendais mon avocat, puis l'autre avocat. Je disais éventuellement quelque chose si j'y étais invitée. J'avais été coachée pour être minimaliste, nous y reviendrons. Et c'était fini. C'est lorsque je reçus le jugement qui était un copier-coller avec des incohérences, qui omettait de mentionner la seule et unique chose spécifique que j'avais demandée et qui n'actait rien qui place le père devant ses responsabilités, que je compris que ma vie n'allait pratiquement pas changer. Pourtant, il y avait eu une intervention de la psychologue judiciaire qui avait pointé l'instabilité du père et les conséquences nuisibles pour l'enfant, mais sans obligation de soins ni aucune mesure pour le contraindre à nous respecter. Les consignes étaient bateaux, car adaptées uniquement au cas où les parents fonctionnent déjà en bonne intelligence, et donc elles étaient décorrélées de la réalité que nous faisait vivre le grand héros de notre histoire. Je n'ai pas rencontré d'hommes dans la profession de juge aux affaires familiales, seulement d'autres femmes qui jugeaient les cas de certaines amies ou des mères en difficulté que je rencontrais. Et en effet, dans environ 7 cas sur 10, ce sont des femmes qui portent la robe. C'est cette dissonance d'autant plus frappante qui m'interpellait sur les représentations que nous portons en nous-mêmes. Représentations qui font que des femmes contribuent au malheur d'autres femmes, sans même s'en apercevoir, en laissant la voie libre aux hommes de mauvaise foi du simple fait de leur privilège acquis. Tant qu'il n'existe pas d'autres représentations, il n'y a pas de justice possible. Pierre Bourdieu décortique le phénomène d'intériorisation du patriarcat avec toutes ses implications dans son ouvrage La domination masculine, où il nous explique ce phénomène. Du fait que le fondement de la violence symbolique réside non dans des consciences mystifiées qu'il suffirait d'éclairer, mais dans des dispositions ajustées aux structures de la domination dont elles sont le produit, on ne peut attendre une rupture de la relation de complicité que les victimes de la domination symbolique accordent aux dominants. Ainsi, les femmes se rendent complices en s'assujettissant elles-mêmes et en assujettissant les autres au service des hommes. À l'extrémité de ce constat, le spectre de l'exciseuse et de la mère maquerelle, réalité qui nous laisse sans voix, deviennent tangibles. C'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour donner une valeur à leur existence, en croyant obtenir une place et une reconnaissance qui ne sera que rejet et mépris à la première occasion, comme tout tyran fait avec ses bouffons zélés. Je pensais mener une action difficile mais décisive pour régler des problèmes qui étaient tellement imbéciles et évitables, car ils relevaient du bon sens, de la bonne foi et de la compassion en tant qu'être humain. Ça n'allait pas plus loin que ça. J'avais convoqué mon courage sans imaginer un instant que l'effort considérable porterait de si maigres fruits.